Autrui et l'excendence. Toutefois, cette conception d'un amour fait d'une pure réciprocité des consciences dans lequel les êtres humains communiqueraient de manière totale et transparente ne va pas sans soulever certaines objections. Il ne s'agit pas seulement de la naïveté possible, mais plutôt de l'envisagement de l'autre. Si je fusionne avec l'autre, si je ne fais qu'un avec lui, peut-on alors considérer que l'autre est vraiment autre? N'est-il pas alors devenu comme moi? Une sorte de double, de frère jumeau ou de sœur jumelle? L'amour n'est-il pas alors dangereux, puisqu'il risque d'absorber et de nier l'autre? Le désir n'est-il pas épuisé? La philosophie d'Emmanuel Lévinas s'insurge contre ce risque et nous invite à penser autrement autrui. L'idée fondamentale de la philosophie de Lévinas est qu'autrui est celui qui est et qui me restera autre. Quelque tentative que je puisse faire pour l'annexer au moi, que ce soit par la guerre ou par l'amour. Le visage. Qu'est-ce qu'un visage exactement ? Au sens ordinaire et courant, le visage est la partie du corps de l'être humain, laissée libre et non dissimulée, et qui permet d'identifier tel ou tel. Le visage est ce que je peux voir d'abord d'un être humain, et il faut avouer que l'étymologie, elle aussi, insiste sur ce point, puisque le terme de visage vient du latin video, videre, qui veut dire voir, et qui a donné les termes français viser ou encore visible. Ainsi, le visage est-il ce qui s'offre d'un être humain à la visée du visible? Il est d'abord ce que je peux envisager d'un être humain lorsque je le vois. Or, l'œuvre philosophique d'Emmanuel Lévinas va nous apprendre à envisager autrement et à définir autrement le visage de l'autre, c'est-à-dire à ne plus l'identifier à ce que la vue peut saisir et obtenir de lui. Il ne faut pas se laisser abuser en effet par les facilités de l'étymologie et par la parenté optique, car le visage, selon Lévinas, est bien au contraire l'invisible dans le visible. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que l'autre, que tout autre est inaliénable, que je ne peux pas tout voir et tout savoir de quelqu'un d'autre, qu'il y a une part d'autrui qui me restera pour toujours étrangère. Lévinas écrit dans Totalité et Infini, « La manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons en effet visage. Cela consiste à ne pas figurer comme thème sous mon regard, à ne pas s'étaler comme un ensemble de qualités formant une image. Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse, l'idée à ma mesure, l'idée adéquate. Si je ne peux avoir la vérité totale et adéquate sur autrui, c'est parce qu'autrui m'échappe toujours et ne peut que m'échapper. Le visage est alors comme un perpétuel point de fuite. Une échappée belle, un jeu qui toujours déjoue ma prétention à voir, à savoir, mais aussi à pouvoir. Je crois voir un visage, mais il n'est pas donné à un être humain de voir une totalité. Un visage est fait d'un ailleurs, il s'en va vers un ailleurs. Il faut penser le visage d'autrui non pas à partir de la catégorie de la totalité, mais plutôt à partir de celle d'infini. En ce sens, le visage conteste perpétuellement le regard que je porte sur lui. Et ce qui définit positivement le visage, c'est précisément et paradoxalement sa désobéissance à la définition. C'est cette manière de ne pouvoir se tenir tout à fait à la place que lui assigne mon regard le plus scrutateur et le plus inquisiteur. Il y a toujours en l'autre un surplus ou un écart par rapport à ce que je sais de lui ou ce que je crois savoir, et c'est en ce sens que l'autre est vraiment autre. Telle est la leçon d'Emmanuel Lévinas. Telle est la sagesse possible du désir amoureux. C'est parce que l'autre ne se laisse jamais assimiler, qu'il ne devient jamais absolument mien, que je sais l'altérité de l'autre. Autre, cela veut dire autre en tant qu'autre. Non pas celui que je voudrais encore et toujours rendre identique à moi, mais celui dont je respecte l'altérité, le fait irréductible de son altérité à moi. Je peux approcher un visage, mais je ne peux jamais l'absorber. Heureusement, car sinon la vie ne serait qu'une odyssée de soi à soi, une reconduction de l'égoïsme. Le visage de l'autre me dit que le vrai amour ne saurait désirer que l'autre soit absolument comme moi. La plus grande donation que peut me faire le visage d'autrui, c'est justement de ne pas me donner à croire qu'il peut se donner. Dans le même ordre d'idées, on ne saurait penser le visage à partir de la sublimation esthétique. Le visage d'un être humain n'est pas un chef-d'œuvre à la splendeur ineffable. Il est d'abord humain, c'est-à-dire fragile, exigeant et impossible à cerner une fois pour toutes. L'idolâtrie esthétique enferme le visage dans la catégorie du beau, mais l'être humain se connaît surtout par la voie éthique et non la voie esthétique. Qu'est-ce que le visage en somme pour Lévinas ?
Il est l'étrangeté radicale de l'être le plus proche de moi. Il est ce qui se dérobe en s'offrant, ce qui se retire en s'avançant vers moi, ce qui s'absente en se présentant. L'excendance. Pour Lévinas, la réciprocité n'est pas l'essentiel du désir amoureux. À sa façon, au contraire, le vrai amour, c'est la distance entre les êtres humains. L'amour ne s'adresse ni aux particularités physiques du corps, ni à l'essence de la personne, mais il vise plutôt l'énigme de l'autre, sa distance infranchissable, son incognito. Malgré ou à cause de cette distance, l'amour me met en souci de l'autre, me contraint à me désintéresser de moi-même et à penser à quelqu'un d'autre plus qu'à moi-même. Tel est d'ailleurs le sens du concept d'excendance dans la philosophie de Lévinas. L'excendance est le fait fondamental qu'autrui me fait, comme malgré moi, sortir hors de moi-même. Qu'il y a une interruption de l'égoïsme avec le phénomène amoureux. Avec l'amour, le pour soi devient, qu'il le veuille ou non, un pour autrui. Il y a alors une dimension éthique à cette précession de l'autre sur moi, à ce phénomène de suggestion d'un sujet à un autre sujet. Lévinas nous dit que c'est comme si le bien nous venait du dehors. L'éthique me tombe dessus et c'est quasiment malgré moi que mon être s'en va pour un autre. Lévinas écrit dans Totalité et Infini: nous sommes engagés fatalement et comme malgré nous pour un autre qui nous attire d'autant plus qu'il nous semble hors de la possibilité d'être rejoint. Conclusion. Il est possible que la lutte soit un des modes de la rencontre avec autrui, mais cette rencontre, fût-elle positive, ne saurait faire oublier la primauté et l'authenticité de l'expérience amoureuse. La communication avec autrui passe plus par l'amour que par la guerre. Encore faut-il que l'amour ne soit pas une autre forme de la guerre et ne conduise pas à de nouvelles et insidieuses aliénations. L'amour toutefois a sa sagesse. Elle est faite d'excendance, nous dit Emmanuel Lévinas, et nous conduit à accepter l'autre dans son irréductible dimension d'altérité et de différence à nous-mêmes. C'est alors la figure de l'étranger et la loi de l'hospitalité qui nous servent le mieux à penser notre rapport à autrui. Revoyons ensemble ce que nous avons dit sur autrui. Définition et préalable. Étymologie. Le terme autrui vient du latin alter qui veut dire autre. Définition. Autrui renvoie à une catégorie logique fondamentale de la pensée qui est la catégorie opposant l'autre au même. Autrui désigne ici une autre conscience humaine que la mienne, un autre sujet que moi-même. En termes plus philosophiques, Sartre définit autrui dans l'être et le néant comme le non-moi qui est comme moi. Préalable. On peut dire que le solipsisme ou l'égologie ont marqué durablement les philosophies antiques, médiévales et classiques. Le solipsisme est l'attitude philosophique qui consiste à privilégier la pensée de soi et à ignorer ou refouler la pensée d'autrui. Si la philosophie s'est intéressée tardivement à la question d'autrui, elle le doit surtout à l'attitude phénoménologique, notamment à celle de Hegel qui affirme que le moi est toujours dialectisable et que, en ce sens, il ne saurait se séparer vraiment d'autrui. Celle de Husserl également, pour qui la coexistence précède l'existence. Celle de Heidegger, pour qui le Mitsein précède le Dasein. Comment s'effectue la rencontre avec autrui? Telle est ici la question, ce qui veut dire quelles sont les modalités de la rencontre avec autrui? Quand y a-t-il rencontre authentique avec autrui? Parmi les modalités possibles sont envisagées celles de la lutte puis celles de l'amour des consciences. Autrui et la lutte des consciences. La dialectique du maître et de l'esclave dans la philosophie de Hegel. Pour Hegel, les consciences ne sont pas absolument isolées, mais elles sont prises dans un mouvement général de dialectisation et donc d'opposition l'une à l'autre. En raison de la fondamentale et incontournable lutte des consciences, l'une va devenir supérieure à l'autre. Sauf que cette domination obtenue par la guerre se révèle être réversible. En effet, le maître va devenir l'esclave de son esclave et l'esclave va devenir le maître de son maître. Cela veut dire que les relations des êtres humains sont toujours interdépendantes. Je ne peux pas ne pas dépendre d'autrui. Les consciences se forgent et se forment à travers la négation et la reconnaissance d'autrui. Sur ce même point, Jean-Paul Sartre, continuant la pensée hegelienne, a écrit « Autrui est la nécessaire médiation entre moi et moi-même ». Cela veut également dire pour Hegel que la vie n'échappe ni à la lutte ni à la contradiction. Pour vivre, il faut se battre, et déjà bien longtemps avant lui, le philosophe grec Héraclite avait écrit « Le combat est le père de toutes choses, il est le roi ». Hegel appelle belle âme celui qui croit au contraire naïvement qu'on peut vivre sans avoir à se battre et à rencontrer la contradiction. La dialectique des regards dans la philosophie de Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre affirme que dès le départ, l'existence d'autrui est vécue par le pour soi comme une chute originelle. J'aurais préféré être seul au monde, comme seigneur et souverain de toutes choses. Mais quand je prends conscience qu'il y a une autre conscience que la mienne, alors Sartre pense que cette seconde conscience me vole le monde. Chaque conscience en conséquence va chercher à nier l'autre. Comme l'avait déjà écrit Hegel, on peut dire que chaque conscience poursuit la mort de l'autre. L'autre est alors un sujet qui cherche à me chosifier, une liberté qui me vole ma liberté, une transcendance qui nie ma propre transcendance. Dans la pièce de théâtre Huis clos, Jean-Paul Sartre fait dire à un de ses personnages « L'enfer, c'est les autres ». Dans une telle logique de haine mutuelle et générale, l'amour est parfaitement impossible. Il est caractérisé par la destructibilité et il n'est qu'un idéal contradictoire, un jeu de dupes inéluctablement voué à l'échec. L'amour d'autrui. À la phrase de Sartre qui dit que l'enfer c'est les autres, il est possible d'opposer la phrase du poète Edmond Jabès qui dit au contraire que c'est « dans enfermer, dans enfermement, il y a le mot enfer ». Est-il vrai que l'amour n'existe pas? Est-il vrai que l'amour n'ait aucune valeur? Le mythe de l'androgyne primitive dans le banquet de Platon. Qu'est-ce que l'amour? Dans le mythe de l'androgyne primitive rapporté par le banquet de Platon, le monde grec nous dit qu'au début des temps, il y avait des êtres doubles, puis que Zeus, jaloux de leur puissance, les avait séparés en deux. Depuis lors, les deux moitiés se cherchent et ne trouvent de repos et de bonheur que lorsqu'elles se sont retrouvées. L'amour correspond à cette force qui pousse tout être humain à se compléter par son autre moitié. Le jeu et le tu de Martin Buber. Dans son livre Jeu et tu, le philosophe Martin Buber fait une différence radicale dans les relations que peut avoir un être humain avec des sujets et avec des choses. À l'origine pour lui, il y a l'union, il y a le couple, mais il n'y a de véritable relation qu'entre un je et un tu, c'est-à-dire entre une personne humaine et une autre personne humaine. La relation entre un tu et un cela n'est qu'une relation inauthentique, et il importe, comme sait le faire l'amour, de ne pas confondre le je tu et le je cela. De plus, le véritable amour refuse ce qui n'est qu'une partie, qu'un aspect, qu'un moment de l'être humain. Pour Buber, l'amour du je au tu s'adresse à une totalité et non à une partie. Le vrai amour ne concerne pas un seul fragment ou une seule image. Il est fait au contraire de durée, de totalité, non d'apparence mais d'être. Enfin, le vrai amour se reconnaît à ce qu'il est un pur partage fait de réciprocité et de coïncidence. La réciprocité est le fait de donner mutuellement et non unilatéralement, mais cette réciprocité n'est surtout pas de type calculable ou monétaire ou marchande. Quant à la coïncidence, elle est le fait de se comprendre l'un l'autre sans distance ni médiation de manière transparente et absolue. Autrui et l'excendence. Toutefois, ce type d'amour fusionnel et cette communication absolue et transparente soulèvent des objections. En effet, si je fusionne avec l'autre, si je ne fais qu'un avec lui, peut-on alors considérer que l'autre soit vraiment autre? La philosophie d'Emmanuel Lévinas s'insurge contre cette tentation de réduire l'autre à une image de soi. L'idée fondamentale de Lévinas est qu'autrui est celui qui est autre et qui me restera autre, quelque tentative que je puisse faire pour l'annexer au moi, que ce soit par la guerre ou par l'amour. Le visage. D'ordinaire, le visage est pensé comme la partie visible d'un être humain et qui me permet de l'identifier. C'est d'ailleurs ce que dit l'étymologie, puisque le terme visage vient du latin video, videre, visum, qui veut dire voir. Or, pour Emmanuel Lévinas, cette définition par l'étymologie est dangereuse. En effet, selon lui, il faut penser au contraire le visage comme ce qui est à la fois visible et invisible. Lévinas appelle visage le fait fondamental que l'autre être humain ne se laisse pas assimiler, qu'il ne devient jamais absolument mien. Cela veut dire tout simplement que l'autre, que tout autre est inaliénable, que je ne peux tout voir et tout savoir de quelqu'un d'autre, qu'il y a une part d'autrui qui me restera pour toujours étrangère. L'excendance. Pour Lévinas, il existe bel et bien un pour autrui. Ce pour autrui est l'excendance qui me pousse malgré moi à sortir hors de moi, à me soucier de quelqu'un d'autre, à vouloir être proche d'un autre. Mais l'amour ne saurait atteindre l'absolu de la communication. Au contraire, il est épris de la distance et du mystère de l'autre. Pour Martin Buber, l'amour s'adresse à l'essence de la personne, alors que pour Lévinas, l'amour s'adresse au contraire à l'énigme de l'autre, à sa distance infranchissable ou encore à son incognito. Lévinas écrit « Nous sommes engagés fatalement et comme malgré nous pour un autre qui nous attire d'autant plus qu'il nous semble hors de la possibilité d'être rejoint. » Ce n'est pas par la haine ni par la lutte des consciences qu'autrui est vraiment rencontré, mais par l'amour. Encore faut-il que cet amour ne cherche pas à annexer l'autre à soi, mais au contraire il est nécessaire qu'il respecte l'altérité et la différence de l'autre. Avez-vous bien suivi cette émission consacrée à autrui? Alors, quels sont les deux phénomènes qui nous touchent vraiment?
la haine et l'amour, qui sont deux phénomènes très forts. Que veut dire aliéner? Faire passer à un autre, du latin alius. Quels sont les trois sens du mot aliénation? Sens juridique, c'est la cession, la vente, la donation, comme lorsque l'on dit ses gains sont aliénés, ça veut dire que ça ne lui appartient plus. Sens psychologique, l'aliéné est l'équivalent de la folie, c'est l'aliénation mentale. L'aliéné s'appelle ainsi car il ne s'appartient pas, il y a quelqu'un d'autre qui le dépossède. Sens philosophique, l'aliénation c'est la dépossession, chez Marx c'est l'exploitation, puisque c'est l'asservissement, l'esclavage et la perte de liberté. Qu'est-ce que autrui? Autrui, c'est toujours une autre conscience, c'est un être humain, c'est celui qui n'est pas moi mais qui me ressemble. Qu'est-ce que la fable des deux hérissons qui ont froid? C'est une fable de Arthur Schopenhauer. C'est nous, c'est la peinture de l'être humain. Deux hérissons qui ont froid, ils se rapprochent pour se réchauffer, se mettent l'un contre l'autre, donc ils se piquent. Ce qui signifie que nous avons besoin d'être avec les autres, et quand nous sommes vers les autres, nous sommes déçus. Citation de Pascal dans les Pensées. Tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il ne sait pas, rester seul dans sa chambre. Ce qui veut dire que tous seuls nous sommes insuffisants. L'autre nous attire, nous nous ennuyons, nous allons vers les autres. Je souffre quand je suis seul, mais je souffre quand je suis avec les autres. L'être humain, un, ça ne lui suffit pas. C'est quand il est à deux qu'il est vraiment un. L'être humain, ce n'est qu'un demi, une moitié. Il est en souffrance, il attend. Le un tout seul se décline avec le terme de solitude. C'est négatif. Sans l'autre, c'est douloureux, mais avec l'autre aussi. Qu'est-ce que le solipsisme? Le solipsisme, c'est l'attitude philosophique qui consiste à privilégier la réflexion sur le soi, à refouler la notion d'autrui. Descartes pense à partir de lui-même. Sa question qui domine, c'est lui et la vérité, mais la question d'autrui n'est pas prise en compte. Que veut dire insula? Insula, c'est une île qui a donné conscience insulaire, c'est-à-dire conscience isolée, qui n'est pas reliée, il n'y a pas de lien. La phénoménologie de l'esprit, c'est un livre de Hegel où l'on va mettre en valeur pour la première fois dans l'Occident autrui. Que signifie phénoménologie? C'est la philosophie qui se contente de décrire les phénomènes. Citation de Freud. Le complexe d'Œdipe est universel, ce qui veut dire que quand nous existons par rapport aux autres. Que signifie idiotesse? En grec, c'est celui qui se parle tout seul. Quand on parle tout seul, on parle toujours par rapport aux autres. Qu'est-ce que le fou? Le fou, c'est celui qui ne parle plus. Tant qu'on parle, on n'est pas fou. Que signifie incontournable? C'est ce qu'on ne peut que rencontrer. C'est ce qui est sur le passage. On ne peut pas faire de détour. Tout comme autrui, il est sur notre passage. Incontournable signifie qu'on ne peut pas contourner. Qu'est-ce que la dialectique? C'est le passage de la thèse à l'antithèse dans la synthèse. La dialectique, c'est le fait qu'il n'y a plus d'unité. C'est une division, une séparation. Il y a l'un et l'autre. C'est un dédoublement, une aliénation. Il y a aussi opposition entre l'un et l'autre. Qu'est-ce que Polémos? C'est le dieu de la guerre. Il y a de la guerre partout autour de nous. Qu'est-ce que la vie? C'est le contraire de la paix. Citation de Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, ce qui signifie que les hommes entre eux se battent. L'humanité a commencé donc par le fratricide. Il faut voir la Bible pour ça. Que signifie fratricide? C'est tuer son frère. Au départ, il y a de la lutte entre les hommes. Citation de Hegel. Chaque conscience poursuit la mort de l'autre. Nous avons vu donc 3 points. Premièrement, au départ, il y a de la lutte. Une lutte généralisée entre les consciences des êtres humains, issue de la lutte. Dominant, dominé. Maître, esclave. Celui qui est le maître, c'est celui qui est allé jusqu'au bout. Il n'a pas eu peur de la mort, de mettre sa vie en jeu. Il dit « Je préfère être mort que de vivre comme un esclave ». L'esclave, c'est celui qui ne veut pas mourir, mais qui a peur. Le maître, il est indépendant. Il va n'appartenir qu'à lui et il a un esclave. Et il pense la liberté ou la mort.
Deuxièmement, à cause de la lutte, il y a eu un maître d'un côté et un esclave de l'autre. L'esclave, c'est celui qui est battu par la guerre, celui qui n'est plus considéré comme un être humain. On l'utilise comme un objet, il appartient à quelqu'un d'autre. Troisièmement, mais la dialectique et la lutte continuent, ce qui veut dire que l'esclave va devenir le maître du maître et le maître va devenir l'esclave de l'esclave. Qui travaille? L'esclave. Le maître, lui, se bat et fait la fête. Il ne peut et ne veut pas travailler. Le travail et l'esclave, c'est la même chose. Il travaille pour autrui, dans la servitude, dans la douleur. Que veut dire travail? Travail, c'est le tripalium en latin, la souffrance, la torture. Le travail, c'est un opérateur de mouvement. Operare en latin veut dire travailler, ouvrir. Ouvrier signifie quelqu'un qui travaille, celui qui ouvre. Le travailleur va ouvrir un nouvel espace. Le travail est une forme de lutte, de libération, c'est-à-dire passer du moins au plus. Nous nous faisons, nous nous construisons avec les autres, nous existons parce que les autres sont là. Alors pourquoi la guerre? Parce que la guerre se confond avec la vie, car la vie est régie de manière intrinsèquement conflictuelle. La vie est une lutte, un rapport de force. L'égalité des droits est une invention des hommes. Une citation de Héraclite, « Le combat est le père de toutes choses ». C'est une vue tragique. Héraclite est un philosophe présocratique. Tragique signifie qu'il va y avoir de la mise à mort. La violence chez l'être humain est présente et en même temps il la représente avec le spectacle. Ils se voient, ils forment l'image de ce qu'ils sont. L'humanité n'échappe pas à la tragédie. Dans l'humanité, il y a de la mise à mort. Tant qu'on n'a pas vu la guerre, on n'a pas vu la vie. On n'a pas vu la vraie nature humaine. Pour Hegel, pour construire, il faut détruire. La guerre précipite les destructions. Empêcher la lutte, c'est empêcher la vie. La lutte, c'est le progrès. La guerre est une dynamique culturelle. Nous ne pouvons pas nous passer d'autrui, au contraire nous en passons obligatoirement par autrui. Le moi se fait par les autres. Marx dénonce ce qu'il appelle une Robinsonade. Dans la réalité, nous ne sommes pas Robinson, c'est-à-dire qu'un homme puisse vivre purement seul. Pour Marx, le social est antérieur et supérieur aux individus. Une citation à retenir de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Pour Sartre, quand un pourçois rencontre un autre pourçois, au départ il y a du mépris. L'un se trouve supérieur et l'autre aussi. Il y a donc conflit. Voilà ce que nous pouvions dire sur autrui. J'espère que l'émission vous aura plu. La prochaine fois, nous philosopherons sur le commentaire de texte philosophique. À bientôt.